journaux papier n'ont pas eu le temps d'imprimer la conclusion de l'accord européen sur un plan de relance économique massif, puisque ça s'est terminé à 5 heures du matin. Pour autant, ils nous racontent ce matin l'envers du décor de ce sommet tout à fait extraordinaire et qui est devenu le plus long de l'histoire européenne. Ah oui, 89 heures de réunions, de coups de poker, de guerre des nerfs, de psychodrame. Voilà un peu la tonalité de ce long métrage de 4 jours et 4 nuits. Pourtant, tout avait si bien commencé, raconte Le Monde. L'ambiance était même festive, puisque vendredi dernier, c'était l'anniversaire d'Angela Merkel. La chancelière allemande avait, dit-on, reçu en cadeau L'aveuglement de José Saramago, le roman d'une femme assurant la survie de ses concitoyens atteints de cécité. Un cadeau prémonitoire. Puis rapidement, les visages se crispent devant l'inflexion des uns et des autres. Emmanuel Macron, écrit le journal, était lui le spécialiste des incidents de séance. Par 2 fois, le président français a menacé de quitter la table des négociations. Le Figaro raconte aussi qu'Emmanuel Macron avait même demandé samedi soir que son avion soit prêt pour qu'il puisse rejoindre Paris avant qu'Angela Merkel le ramène à la raison. Après 2 jours d'empoignade, les esprits sont fatigués. Le président du Conseil commence à en perdre son anglais, rapporte Le Monde. Charles Michel bute sur les mots en conférence. Il se reprend et lance à plusieurs reprises « I will » recommence sous l'œil amusé des chefs d'État. L'ambiance se détend un peu aussi dans le week-end, raconte Le Parisien. C'est grâce aux dirigeants belges et luxembourgeois qui postent un selfie en terrasse avec un cornet de frites. Pas de quoi faire rire la première ministre danoise. Les discussions n'en plus finir l'ont contrainte à reprogrammer son mariage. Dans cette fresque européenne, les personnages principaux, Bernard, ce sont aussi les durs, les frugaux. Sebastian Kurz, l'Autrichien, qui exaspère l'assistance quand il quitte subitement les réunions pour passer des coups de fil, raconte Les Échos. Enfin, dans le rôle titre, il y a Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais. On n'en peut plus de lui, s'exclame un proche du dossier dans le Figaro. À l'arrivée, le Premier ministre néerlandais obtient des concessions avant de donner son feu vert à l'accord. Commentaire d'un diplomate: à la place de Mark Rutte, j'éviterai maintenant de prendre des vacances dans un des pays du sud de l'Europe cet été. Ce sera peut-être plus raisonnable. Plus raisonnable. Dans vos journaux également ce matin, le coronavirus, encore et toujours. Oui, faut-il craindre un rebond de l'épidémie, s'interroge le Figaro. Les Échos titre de son côté sur le choc d'un été sans touristes. Après les masques, le Parisien lui passe à l'étape d'après et consacre sa une au test. Le grand embouteillage, ça coince dans les labos pour se faire dépister, où l'on apprend qu'à Gennevilliers, en région parisienne, il n'est plus possible de se faire tester avant la mi-septembre. Il y a un temps incompressible de prélèvement, de nettoyage des salles, raconte le patron du syndicat des biologistes. Il faut aussi tester d'autres patients qui eux aussi attendent aux portes en ce moment, les diabétiques, les femmes enceintes, les malades du cancer. La charge de travail est immense. Le Parisien souligne toutefois que tous les Français n'ont pas envie de se faire tester. Certains refusent même, notamment les précaires, ceux qui craignent d'être arrêtés en cas de Covid et de perdre une partie de leur salaire. Le président d'honneur de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon, conclut dans une interview: se pencher sur la question des tests, c'est surtout se pencher sur un problème social. Il y a aussi des histoires de chassés-croisés dans la presse ce matin. Et le Figaro s'attarde sur ces politiques qui entrent dans l'arène médiatique. Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller de l'Élysée, il rejoint en septembre Cyril Hanouna, figurez-vous, sur C8. Une façon d'œuvrer positivement au débat public, dit-il. Marion Maréchal pourrait faire de même cette fois sur la chaîne CNews. Et puis il y a ceux qui font le chemin inverse, ces journalistes qui entrent en politique. Audrey Pulvar, désormais adjointe à la mairie de Paris, et Laurent Geoffrin qui a franchi le Rubicon. Il quitte sa casquette de directeur de Libération pour Engageons-nous, une association pour refonder la gauche. Geoffrin, un ovni politique qui attire l'attention de l'opinion ce matin. Ok boomer, titre le quotidien, référence à cette expression qu'on pourrait traduire par cause toujours baby boomer. Nicolas Bétou, lui, se fend d'une lettre ouverte en première page ce matin. Je mets fin au suspense tout de suite, il ne signera pas l'appel de Laurent Geoffrin. Quelle surprise extraordinaire. Enfin, on termine par une déambulation dans la capitale. Et c'est celle de Jean-Paul Belmondo au cœur d'une série d'été du Monde qui nous raconte l'ascension de l'acteur. Premier épisode dans les kiosques ce matin. Cette rencontre invraisemblable entre le comédien et Jean-Luc Godard. En 1958, nous dit Le Monde, Belmondo a 25 ans et aucun réalisateur ne lui promet un grand avenir. Pas même le conservatoire. Et puis un 25 août, un homme l'aborde au café Le Bonaparte, à Saint-Germain-des-Prés. Sa voix est traînante, son accent est suisse et son nom, c'est Jean-Luc Godard. Et lui propose 50 000 francs pour tourner un court-métrage dans une chambre d'hôtel. Accablé, Belmondo accepte. Le début d'une collaboration improbable qui le mènera un an plus tard vers l'un des symboles de la nouvelle vague, À bout de souffle. À bout de souffle, un film, raconte Le Monde, dont le scénario tenait en 3 lignes. C'est l'histoire d'un type amoureux d'une fille. Ils veulent une voiture pour aller la retrouver.
Il tue un policier, à la fin il meurt ou il tue la fille, on verra bien. Les deux hommes ne s'entendent pas spécialement, raconte Le Monde. Belmondo dira même « Tout chez Godard m'horripile, ses lunettes de soleil et son air triste qui donnent l'impression, écrit l'acteur, qu'on vient d'écraser son chien, de tuer sa femme et de ruiner l'avenir. Mais la liberté est totale et déstabilisante avec Godard. Jean-Luc, reconnaît Belmondo, m'a accordé une formidable impunité, celle d'être moi-même. » Ah, moi c'est pas mon film préféré de Godard avec Belmondo, c'est Pierrot le Fou. Pierrot le Fou, excellent aussi. Ouais. Et 50 000 francs en 58, dites donc, c'était quand même une jolie somme. J'ai pas fait le calcul, mais c'est possible. Faudrait voir en euros ce que ça donne en 2020. Pour une journée, c'est intéressant, je pense. C'est pas mal, peut-être quand même. Merci beaucoup, Marc Bourreau. À demain. À demain. Pour votre revue de presse, bien sûr, quotidienne du lundi au vendredi, tout cet été, sur Radio Classique. Il est 8h38 exactement. Dans 3 minutes, les esprits libres de ce mercredi 21 juillet pour commenter l'actualité, qui, ma foi, est encore fort riche. Amine El Khatmi, qui est présidente du Printemps républicain. Je vous le recadre un petit peu, le Printemps républicain. C'est un mouvement de centre-gauche qui a été fondé en 2016, qui a pour principe la défense des valeurs de la République contre les défaiseurs identitaires. Et puis Jérôme Chapuis, qui était là hier et qui est là encore aujourd'hui, rédacteur en chef à La Croix. À tout de suite.